dire, parce qu'il y a peut-être... voilà. Bon, alors, première chose à faire quand vous arrivez sur Twitter, c'est d'ouvrir un compte. Et ensuite, faire des recherches. Et là, vous allez, après, une fois que vous êtes tombé sur cette liste de recherche, vous allez voir qui sont les gens qui postent. Donc en cliquant tout bêtement sur leur nom ici, sur leur pseudo. Et vous regardez un peu ce qu'ils ont posté. Et puis vous regardez surtout ce que la personne a tweeté. Vous allez voir sur les liens et vous regardez si, a priori, c'est des choses que vous n'auriez pas trouvées sans lui. Si c'est des choses que vous n'auriez pas trouvées sans lui, vous dites, bah je le suis. Donc tout ce qu'il va poster va tomber sur votre page d'accueil. Il va venir voir qui vous êtes, et à son tour, il va vous suivre. Et là, on commence à rentrer dans un autre jeu, donc qui commence à être, j'entretiens un réseau. Après, il y a des codes, des choses bizarres. Ça, le dièse, là, ça indique, en fait, c'est un thème de discussion, ça facilite la recherche. Ensuite, il y a un autre terme très important qui est retweet, c'est RT. C'est de cette manière-là que l'information circule. Donc quand vous avez, une information qui paraît intéressante à un de vos suiveurs, de vos followers, voilà, il va la reprendre, il va faire précéder la reprise d'un RT, c'est-à-dire retweet, il va créditer la personne qui a fourni l'information et il va faire circuler cette information à son propre réseau. C'est extrêmement simple d'utilisation. On a compris comment ça marchait et on commence à s'en servir de façon intelligente en une après-midi. Et c'est pour ça que ça a autant de succès. À quoi me sert Twitter en pratique au quotidien? La première chose, c'est tout ce qui est autour de la veille de l'info finalement. Parce que en choisissant qui je suis, je peux choisir de sectoriser un petit peu quel type d'information je veux avoir. Je cherche à avoir des liens aussi vers des infos que je ne verrais pas si j'étais simplement sur des sites traditionnels ou abonné au flux des grands quotidiens ou des grands sites en ligne. L'autre aspect pour lequel c'est fondamental pour moi, c'est ce qui est de la constitution finalement du réseau et du carnet d'adresse. Parce que je pourrais faire des blogueurs qui couvrent le genre de sujet qui m'intéresse. C'est aussi un très bon moyen de rentrer en contact avec eux. Pour la réexploitation de la matière brute de Twitter dans un article, une citation d'un politique par exemple sur Twitter, ça peut tout à fait être intégré à un papier. Je pense à la fin des européennes, Benoît Hamon qui tweet parce qu'il est tout déçu sur Twitter, qui lance un tweet un peu désespéré, et à intégrer dans notre papier sur la déception du PS après les européennes. Ça fait sens. Moi, je vais parler plus d'un point de vue de chef de service. Donc, je demande à mes journalistes de s'en servir comme de source. Et puis, derrière, c'est un outil marketing. Donc, dès qu'on publie quelque chose, on le fait savoir. On le fait savoir par des comptes Twitter de l'Express. Et puis, chacun par nos comptes individuels. Alors, on va dire que le compte de l'Express la politique à l'Express a 337 followers. Moi, j'en ai 850. Quand le service politique de l'Express poste une information ou un article, si moi je le transfère à mon ensemble de comptes, ça fait 850 personnes de plus qui sont au courant, qui savent que ça m'intéresse, donc qui a priori vont être intéressés par cette information, qui eux-mêmes vont le transférer à leur compte, et ça peut aller très, très vite. Alors, limite, c'est les 130 000 abonnés Twitter aujourd'hui, mais après ça circule aussi sur le reste du réseau. C'est-à-dire que entre Twitter et Facebook, les frontières sont perméables. Et plus encore qu'entre Twitter et Facebook, c'est entre Twitter et les blogs que ces frontières sont perméables. C'est-à-dire que c'est des informations qui sont reprises par des blogueurs. C'est ce qu'on appelle le buzz. Alors le buzz, c'est la rumeur, mais c'est aussi de faire savoir le plus vite et le plus largement possible qu'une information qu'on a produite est intéressante. Et là, moi, ça me concerne plus en tant que chef de service. C'est un outil de diffusion et de marketing, et pour le coup, moi, j'en ai pas honte. Ça entretient ce qu'on appelle la e-réputation, mais c'est au-delà de la e-réputation. Ça fait savoir à des gens qui peuvent être importants pour vous, pour moi, dans mon travail de journaliste, pour l'Express.fr en tant que média, qu'on produit de l'information qui peut les intéresser, qu'on ait des interlocuteurs fiables. Mais il passe aujourd'hui sur Internet des choses qu'on voit en tout cas avant les autres. C'est-à-dire que notre travail, c'est aussi de recueillir de l'information, de faire le tri, la part de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai, de ce qui est exagéré, de ce qui est amplifié, déformé, etc. Et c'est précisément
la valeur de quelqu'un comme Marie-Amélie, par exemple, qui connaît parfaitement le fonctionnement de Twitter, qui en connaît les excès, qui en connaît les langages, qui maîtrise les clés, les codes. Et quand on maîtrise ces outils-là, c'est pour nous, c'est en train de devenir un outil indispensable. Alors quand je dis nous, c'est pas les journalistes web, c'est les journalistes. Quand la loi Hadopi a été rejetée à l'Assemblée la première fois par les socialistes, c'est tombé à l'AFP, je ne sais plus quelle heure, c'est tombé sur Twitter une demi-heure avant. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un autre blogueur influent qui s'appelle Hauteuil, qui a un compte Twitter très actif, et qui est un bel-aide à l'Assemblée nationale, et qui a dit attention, la loi Hadopi va être rejetée, les socialistes ont envahi l'hémicycle, ça passera pas. Je lui ai demandé de confirmer son information. Pour moi, c'est une source fiable. Donc j'ai tout de suite mis quelqu'un de l'équipe sur le sujet. Au moment où la dépêche a été tombée, notre papier était prêt, on l'a mis en ligne les premiers. Donc, dans un média, a fortiori dans un média où la réactivité est particulièrement importante, ça devient une source indispensable. Bonjour, je suis Eric Scherer, je suis un big fan de Twitter, bien sûr. La difficulté qu'a souligné Eric Métou, c'est quand il y a des informations qui sortent, c'est le problème de la réputation et de la crédibilité de l'auteur. C'est le problème numéro un, c'est-à-dire il faut pouvoir évaluer correctement, avec un jugement éditorial, l'origine, la personne qui émet le tweet. Je suis absolument d'accord à 150% avec ce que tu viens de dire. Simplement, c'est le problème qu'on a, nous, journalistes, depuis la nuit des temps. C'est de savoir quelles sont nos sources, quel est leur degré de fiabilité. C'est pas devenu nouveau sur Twitter. Je trouve ça assez passionnant, mais en même temps très chronophage. Et le tri des informations données par les sources demande pas mal de temps aussi. Oui, enfin c'est chronophage. D'abord, c'est pas si chronophage que ça, si on sait bien s'en servir. L'exemple de ce qui s'est passé en Iran est intéressant, c'est-à-dire que pour un journaliste international, suivre l'Iran, ça voulait dire pendant une semaine, passer 4 heures par jour sur Twitter et regarder ce qui s'y passait. À la mort de Michael Jackson, mon journaliste musique, il a passé 2 jours sur Twitter à regarder ce qui s'y passait. Donc vous avez couvert le procès vous l'avez couvert en messagerie instantanée. En fait, la couverture en direct du procès Courgeot, nous, c'était de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire sur le site qui soit complémentaire au papier, puisque c'est vraiment ce qu'on cherche. Et à partir de là, on a eu donc, effectivement, ça a fait un buzz assez incroyable. Même nous, on n'a pas trop compris, parce qu'en fait, on nous a sorti un peu comme l'ANR innove et tout. On n'a jamais dit qu'on innovait, et d'autres l'avaient fait. Bon. Il y a, je pense, beaucoup d'idéologie et finalement une peur de se dire oulala, est-ce que je vais rester journaliste si je fais aussi de la com. Il y a une dimension du journalisme multimédia qui était totalement inconnue des journalistes avant qu'apparaissent les outils internet, qui était la dimension marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on publie un article, on sait par combien de personnes il est lu, tout de suite, ou très vite, par qui il est lu, par quel canal on est arrivé sur cet article, est-ce qu'on est passé par la page d'accueil, est-ce que c'est Google News, etc. Ça, c'est des informations qui sont très facilement disponibles pour les journalistes. C'est-à-dire que je pense que la vraie révolution multimédia, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus des lecteurs, on n'est plus des journalistes qui fournissons de l'information comme ça brute à des lecteurs qu'on rencontre au hasard d'une page cachée au fond du journal qui s'appelle Courrier des lecteurs, que personne ne lit jamais, et surtout pas les journalistes. Voilà, les lecteurs, on les prend dans la figure maintenant. Alors on les prend dans la figure à travers les commentaires, on les prend dans la figure à travers Twitter. La dimension lecteur, la dimension marketing de notre métier, elle va s'étendre à tous les journalistes qui vont devoir prendre en compte le fait qu'il y a des gens de l'autre côté pour qui ils écrivent. Merci à tous, merci à nos invités, merci à chacun d'entre vous parce que les débats ont été assez riches.